si oui ou non les personnes qui vont l'utiliser vont être capables de la comprendre, de l'utiliser de façon logique, facile et intuitive. Ensuite, on va voir une première partie de la gestion du changement à l'interne dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les employés qui vont soit vendre, soit interpréter les données sur ce nouveau programme vont devoir eux aussi le comprendre, vont devoir s'habituer à ces différentes caractéristiques, à ces différentes facettes pour bien intégrer l'information et pouvoir l'analyser de façon pertinente. Enfin, on va commencer à préparer le plan de communication externe qui va nous être utile pendant en fait, la deuxième phase du projet, le projet pilote. On se donne en fait ici au début du mois de mars un mois de zone tampon. La zone tampon, évidemment, c'est primordial parce que ça va nous permettre de nous ajuster en cas de problème. Si on se rend compte pendant la phase de test, pendant une des phases de test qu'il y a des problèmes, on va pouvoir avoir du temps, on va avoir un certain laps de temps qui va nous permettre de s'ajuster. Un mois de zone tampon. Évidemment, si on n'en a pas besoin, ça va être un mois gagné sur l'échéancier général qui va nous permettre de finir le projet un petit peu plus tôt. À partir du mois d'avril 2018, on va commencer le projet pilote. Le projet pilote, il va se décomposer en 3 phases dans lesquelles on va rentrer plus en détail plus tard dans la présentation, pour se terminer en fait, là aussi, un mois avant l'échéance finale, c'est-à-dire au début du mois d'août 2018. À ce moment-là, on aura encore une zone tampon d'un mois qui nous permettra de nous ajuster si besoin. La dernière partie du projet pilote, évidemment, ça va être la récupération des données et l'analyse de ces données pour savoir si oui ou non on peut le lancer. Et ensuite, en septembre 2018, on pourra le lancer dans les 4 provinces de l'Est du Canada. Alors, si on prend tout d'abord un intérêt sur la première zone avant la zone tampon. Les 6 phases de test, la gestion du changement interne et la préparation des communications. Donc si on regarde les 6 premières phases de test à l'interne pour tester le système d'information qui va être implanté, il est primordial tout d'abord de se concentrer sur les 4 premières. Les tests de modules, les tests d'intégration, les tests de fonctionnalité et les tests de performance pour voir si à l'interne déjà le système d'information peut être compatible avec les employés et s'ils arrivent à utiliser cette nouvelle outil de travail. Donc les 4 premiers sont des tests assez techniques. Les 2 suivants, les tests d'acceptation et les tests d'installation, sont des tests plutôt qualitatifs qui vont permettre de comprendre et d'évaluer si les employés sont aptes et sont maintenant conscients de ce que représente ce nouveau programme de fidélisation. Donc les 4 premiers sont des tests techniques, les 2 suivants sont des tests plutôt qualitatifs. Et enfin, si on regarde plus en termes de sécurité, on joue avec des données qui sont personnelles, on joue avec des données qui sont confidentielles pour les joueurs. C'est extrêmement important de réussir à garder l'anonymat sur ces données-là et d'avoir la mainmise complète. Donc on va avoir un système d'accès sécurisé. On va essayer au maximum de crypter les données avec notre fournisseur externe qui va travailler fort sur ce point-là. Et bien sûr, on a totalement confiance en fournisseur que vous avez choisi, qui probablement fait partie de conventions comme le Cloud Security Alliance, qui permet de vérifier si ce genre de fournisseur est fiable et va pouvoir nous tenir jusqu'à la fin du projet. Donc, comme mes collègues l'ont mentionné, ce nouveau projet-là va amener des changements au sein de l'entreprise et donc des changements au sein des méthodes de travail de nos employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un plan de gestion du changement en 3 phases, donc communication, formation et rétroaction. Donc, pour la communication, on va tout d'abord faire une réunion avec la haute direction, l'école intermédiaire et les employés. Vraiment une réunion explicative, informative pour dire aux employés ce qui s'en vient et expliquer rapidement les nouvelles méthodes qu'ils vont devoir apprendre. Pourquoi on met l'emphase aussi ici sur les cadres intermédiaires? C'est souvent ceux qui se retrouvent entre la haute direction et les employés lors d'annonces de changement et donc toutes les répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, se retrouvent sur eux. Donc pour éviter tout conflit ici, c'est pour ça qu'on veut mettre vraiment tous les parties prenantes et tous les acteurs principaux à cette réunion-là. Ensuite, lors de la formation, ça va être environ 1 mois pour être sûr que tous les employés reçoivent la formation. On va vraiment leur expliquer en quoi servent ce projet-là et qu'est-ce que ça va être leur rôle précisément et personnellement dans tout ça. Et aussi, on va leur mettre un guide à la fin, simplement un guide récapitulatif de cette formation-là. Si par la suite, ils ont d'autres questions ou ils ont besoin de se référer durant le reste des phases de test et du projet pilote. Et finalement, à la fin de la formation, pour encore plus impliquer les employés dans ce projet-là, on va demander qu'ils nous donnent leurs commentaires et leurs idées d'amélioration. Et par la suite, on va pouvoir aller faire des modifications, des changements s'il y a lieu. Donc tout ça, c'était pour la première partie de notre grande méthode agile sur les 6 phases de test, la gestion du changement interne et la préparation de la communication. Une fois que tout ça se sera fait, on pourra passer au projet pilote, à l'implantation un petit peu plus précise, un petit peu plus poussée de ce programme dans plusieurs villes de l'Est du Canada.
Donc on va se concentrer là-dessus pour le moment sur le projet pilote, qui va se dérouler donc en 3 phases. Première phase de publicité. On va aller promouvoir notre nouveau programme dans les différentes institutions qu'il propose aux différentes personnes qui vont être touchées pour qu'elles soient alertes, pour qu'elles soient au courant en fait, de la modification qui a été faite. Ensuite, on aura une phase d'implantation, évidemment, où nos équipes de vente iront voir les propriétaires de vos machines afin de leur promouvoir le nouveau programme, de leur vendre la plus-value que cela va leur donner. Enfin, la rétroaction, ça va être la collecte des données par rapport à ces entreprises qu'on sera allé voir pour analyser, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et pouvoir avoir une rétroaction positive et efficace pour implanter le système à tout l'Est du Canada. Donc, pour ce qui est de la partie publicité, dans le fond, ça va être une communication qu'on va essayer de faire en premier lors du projet pilote. On va pouvoir l'améliorer aussi par la suite avec vous lors du vrai lancement en septembre 2018. Donc, les 2 objectifs qu'on s'est fixés pour cette communication-là, c'est de premièrement faire en sorte que les clients adhèrent au nouveau programme et que les détaillants acceptent aussi d'en faire la promotion. Parce que le programme va être principalement chez les détaillants qui ont vos machines de loterie. Donc, c'est eux vraiment qui vont être amenés à parler de ce programme-là à vos clients actuels. Donc, comment on va le faire? On va le faire aussi en 3 points. Donc, on aimerait trouver un nom accrocheur à ce programme-là, à cette carte de fidélité-là. On a pensé à l'autocadeau. Il y aura toujours possibilité de voir avec vous ensuite pour un changement. Sinon, au niveau vraiment de la publicité, de la promotion, on va aller sur la publicité web, sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ici, on vient fidéliser une clientèle que vous avez déjà. On ne cherche pas à aller chercher une nouvelle clientèle. Donc, on va aller sur le site web que vous avez actuellement, sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux, et on va parler de ce nouveau programme-là. Aussi, il y a possibilité de faire des affiches directement chez les détaillants pour la clientèle qui est peut-être un peu plus âgée et qui utilisent les machines quand même dans les bars, tout ça. Donc, ils vont pouvoir le voir visuellement quand ils vont être sur place et poser des questions ensuite aux détaillants. Et finalement, justement, les détaillants, on va devoir les former, on va devoir leur dire en quoi consiste ce programme pour qu'ils soient informés et qu'ils se sentent incités à aller vers les clients et parler de ce programme-là. Donc, on va aller leur vendre l'idée que ce programme-là leur est aussi bénéfice pour eux, qu'il y a une plus-value. Si les clients utilisent la carte, ils vont être plus portés à vouloir utiliser plus leur machine. Donc, pour eux aussi, ça avait un bénéfice positif ici. Donc si on regarde, une des questions qui était aussi demandée, c'était notre équipe actuelle, comment est-ce qu'on la compose à l'interne et à l'externe. Principalement, nous vous recommandons à l'interne de prendre une équipe de vente qui est déjà à l'interne, elle connaît déjà la culture entreprise, elle connaît déjà les produits actuellement et elle travaille beaucoup mieux avec des personnes qu'elle connaît. Donc ça, c'est pour l'interne. On propose de récupérer 5 personnes de l'équipe de vente qui puissent aller démarcher les détaillants, comme Laura l'a dit, pour pouvoir promouvoir le produit. Donc, comme j'ai dit, connaissance de l'entreprise et un sentiment d'implication qui est supérieur si jamais on prend une équipe de vente qui est externe. À l'externe, en revanche, ce qu'on souhaite apporter, c'est l'équipe de gestion du changement. Cette équipe de gestion du changement, elle est efficace en venant de l'extérieur parce qu'elle a un point de vue neutre. Elle a un point de vue qui est beaucoup plus humble et beaucoup plus neutre sur tous les employés qui sont actuellement dans l'entreprise. Si jamais on avait pris un employé qui était actuellement dans l'entreprise, il aurait déjà eu des a priori, il aurait déjà eu une connaissance des histoires sur les employés, sur la culture d'entreprise. Donc c'est beaucoup mieux d'aller chercher quelqu'un qui est à l'externe et quelqu'un que nous connaissons déjà pour travailler sur ce projet-là. Bien sûr, il va collaborer avec les équipes de ressources humaines pour pouvoir les impliquer. On parle souvent d'implication, ça permet aussi d'avoir des alliés au sein de l'entreprise et de pouvoir effectuer beaucoup mieux ce jeu de pouvoir et de rallier tout le monde à la cause et à ce programme de fidélisation qui va nous permettre de faire rayonner Auto-Québec et de pouvoir effectuer de la rétention auprès des clients. Donc en termes de risques, on a évalué 3 principaux. Le premier, c'est la gestion du changement. On sait qu'à l'interne, il va y avoir des réticences au changement quant à l'installation du système d'information, mais aussi à l'externe. Les consommateurs vont peut-être être résistants, les détaillants vont être aussi résistants. Pourquoi est-ce qu'ils adhéraient à ce programme-là, puis pourquoi est-ce qu'on changerait tout du jour au lendemain? Donc ça va être un premier risque que nous avons évalué. Le deuxième, c'est la non-adhésion. Donc là, c'est plus la non-adhésion des adhérents, des consommateurs, c'est plus celle-là la partie externe. Enfin, le fournisseur externe, vous l'avez choisi, nous avons entièrement confiance en lui, mais il représente aussi un risque. Quand on externalise un processus, on a une perte de contrôle sur ce dernier. Donc c'est pour ça qu'on doit absolument surveiller ce risque-là, qui pourrait en avoir un impact assez conséquent. Donc lorsqu'on effectue et lorsqu'on réfléchit à l'atténuation des risques, comment est-ce qu'on pourrait atténuer et faire déplacer le risque dans la zone qui est contrôlable, pour la gestion du changement, on propose une équipe de gestion du changement qui sera sous notre direction. Donc ça va permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus ample et beaucoup plus large
Pour les employés qui seraient réfractaires à ce changement-là, ça permet aussi d'accélérer le processus d'installation du système informatique et ça permet surtout de convaincre les cadres intermédiaires, ceux qui représentent le plus de résistance au changement. La non-adhésion, c'est bien sûr communiquer avec l'équipe de vente. C'est pour ça qu'on prend une équipe de vente à l'interne qui connaît l'entreprise, qui connaît déjà la culture. Ça permet d'avoir beaucoup plus de contact avec les détaillants, parce que parfois ils connaissent déjà les détaillants, donc le rapprochement et le contact avec l'humain sera beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on a pris une équipe de vente à l'interne et c'est pour ça que de cette manière-là, on va pouvoir faire diminuer le risque de non-adhésion des adhérents et des consommateurs. Enfin, le troisième risque, celui du fournisseur externe, on sait qu'il a de l'expérience. On sait qu'il a de l'expérience, il a déjà fourni et délivré ce genre de marchandises aux États-Unis, ainsi qu'au Canada. On a une pleine confiance en ce dernier. On essaye aussi, et tout au long de l'échéancier qu'on va vous montrer par la suite, de faire des suivis réguliers avec lui. C'est très important qu'il soit impliqué dans le processus, qu'il vous rencontre aussi, pour pouvoir délivrer la marchandise à temps, en heure et avec la bonne qualité. Au niveau de l'échéancier, on a fait l'échéancier vraiment à partir de lundi, donc janvier, et jusqu'au lancement officiel du programme, donc septembre 2018. Donc on sait que de janvier à septembre, ça va vraiment être de finaliser le développement et la création du programme en soi. Et dès septembre 2017, on va commencer les phases de test et on va faire la réunion dans le plan de gestion du changement avec les employés, la haute direction et les camps intermédiaires. Ensuite, en octobre 2017, formation des employés, donc on regarde un mois ici, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, ça nous amène en janvier 2018 où on va débuter le plan de communication. On va commencer à faire les visuels et tranquillement pour le préparer, pour le mettre en place dès le début du projet pilote. Avril 2018, fin des tests, donc fin de la période de test, on va faire la rétroaction, regarder ce qui a marché, ce qui marche moins bien, s'ajuster. Et on va débuter le projet pilote à ce moment-là, qui va s'échelonner jusqu'au mois d'août. On va pouvoir en faire une autre rétroaction et voir ce qui s'est passé lors du projet pilote pour finalement s'ajuster durant le dernier mois et faire le lancement final en septembre. Finalement, on va faire un post-mortem en décembre 2018. Donc, une rencontre avec toutes les parties prenantes, donc la haute direction, les employés, quelques détaillants qui vont pouvoir venir aussi. On va analyser les données, on va prendre les commentaires, on va regarder ce qui s'est passé depuis le lancement officiel du mois de septembre, et ensuite de ça, on commence à ajuster pour l'année 2019 à venir, s'il y a ajustement à faire, une modification à faire, bien sûr. Alors on a créé une matrice de responsabilité pour clarifier les rôles de chacun au terme de ce projet. Donc rapidement, pour information, le R c'est pour le responsable, le A c'est pour l'autorité, le C pour la consultation et le I pour information. Donc c'est peut-être une matrice qui paraît chargée, mais c'est pour ça qu'on a récolté en fait les 4 points les plus importants. Tout d'abord la mise à jour et les phases de test. Ça c'est purement au niveau technique. Ça va être donc évidemment la responsabilité du fournisseur de s'assurer que les mises à jour sont faciles à faire, sont faites et sont de qualité. Ça va être aussi au fournisseur de vérifier si les phases de test sont positives. Est-ce qu'on a les résultats qui sont attendus? Ça va être de leur responsabilité. Dès le CSL Consultation, on prendra l'autorité par mesure de simplicité. Évidemment, la haute direction, vous serez consulté pour les mises à jour, à savoir si vous voulez ou non les faire, et vous serez informé des différents tests si ils passent ou non. Pour la gestion du changement, on va s'en occuper, le CSL Consultation. On aura la responsabilité de ce changement avec notre comité de gestion du changement qu'on va recruter. Vous serez évidemment consulté afin de savoir si vous avez certaines méthodes de changement au sein de votre entreprise pour les mettre en application. Au niveau de la rétroaction, donc c'est plus tard dans le projet pilote, on s'occupera de cette partie aussi avec notre équipe de changement et nos analystes afin de voir si oui ou non le projet répond aux attentes qui étaient fixées. Vous serez évidemment consulté à savoir si oui ou non le projet a les attentes que vous aussi vous aviez, afin qu'on soit évidemment sur la même longueur d'onde. Pour le budget, donc on a un budget qui est réparti comme ceci, en fait c'est vous qui nous avez donné ce budget. On a une grosse partie, en fait plus de 50% qui est pour le développement de l'application. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui est cependant nécessaire pour créer une application de ce type-là. Donc si jamais les sommes sont à modifier, le fait d'avoir créé un budget en pourcentage, ça permet évidemment d'être flexible. Si jamais le budget augmente ou est réduit, on va garder ce pourcentage afin de garder aussi en proportion les différentes valeurs. Alors, on a créé aussi des éléments de vérification. Donc, par exemple, le nombre de cartes activées. Une fois qu'on aura implanté le nouveau programme, combien de nouveaux adhérents aurons-nous? On va pouvoir utiliser cette donnée pour faire notre post-mortem avec vous, avec les fournisseurs, avec les développeurs pour savoir ce qui a bien marché ou non.
On aura aussi le taux d'utilisation. Si on émet des nouvelles cartes, est-ce que ces nouvelles cartes seront utilisées? C'est très important. Enfin, la variation du taux de dépendance. On sait que vous avez une responsabilité sociale importante. On va donc faire attention à ce que la dépendance n'augmente pas avec l'utilisation de ces nouvelles cartes. Si elle augmente, alors on pourra utiliser une nouvelle campagne très forte pour sensibiliser et diminuer la dépendance des joueurs aux jeux d'argent. Donc, finalement, nous croyons sincèrement que notre stratégie est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle répond à nos 4 facteurs de succès, qui essaient tout d'abord d'avoir le soutien de la haute direction. Donc, on espère collaborer avec vous dans ce projet-là. D'avoir une communication transparente, entre autres lors de la réunion avec la haute direction, les corps intermédiaires, les employés, mais aussi tout au long du projet avec les suivis réguliers, avec notre plan de gestion du changement et l'équipe qu'on va mettre en place, et finalement avec le respect de vos valeurs, qui étaient l'intégrité et la responsabilité sociale. On est maintenant ouvert à toute période de questions. Pendant votre post-mortem en décembre, sur quels critères allez-vous vous baser pour dire qu'on a réussi? Alors, c'est les critères en fait, qu'on a exposés, c'était les critères du taux d'utilisation, du nombre de cartes émises et en fait, du taux de dépendance. On a pris ces 3 critères-là, évidemment on peut en créer des nouveaux, mais on pense que c'est les 3 critères les plus importants qui vont nous dire si oui ou non le projet a réussi. On peut arrêter sur la question que je voudrais donner. Je vois une distinction entre la réussite de l'initiative et la réussite du projet, l'exécution du projet. Sur la question que moi je me poserais, c'est quels seraient les critères de succès pour l'exécution du projet? C'est sûr que l'exécution du projet va en lien avec les priorités qu'on a mentionnées au préalable, donc c'est bien sûr le délai. Le délai, si les délais sont respectés, pour nous, c'est un gage de succès. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de retard, ça veut dire qu'on a délivré de la marchandise de bonne qualité, donc à partir de ce moment-là, c'est un gage de qualité pour le projet. On a eu d'autres? Plus tard. OK. J'ai la mienne à ça. Dans votre diapositive numéro 11, c'est pas obligé de le montrer, vous parlez que vous utilisez la méthode d'agile. Quand je vois la cédule, je ne le vois pas nécessairement qui a été implantée. C'était juste la méthodologie d'agile avec des scrums qui est répétitif. La cédule ne le montre pas. Je sais pas si c'est juste la terminologie d'agile que j'ai mal compris ou... En fait, l'idée, c'est vrai que la méthodologie agile, dans ce cas-là, elle a été un petit peu modifiée. Okay. Ça ne va pas être un schéma qu'on va répéter X nombre de fois. Okay. Le schéma qu'on a pris pour la première implantation, le premier projet pilote, en fait, on va réutiliser ce même schéma pour implanter le système dans les 4 provinces. C'est là, en fait, que notre agile il apparaît. Avant, évidemment, c'est plutôt du cascade de faire la programmation dans un premier temps et la phase de test. On veut que les tests soient réussis pour lancer les 2 projets pilotes agiles. Comment vous allez, je reviens à le rôle de votre compagnie face aux employés, comment vous pouvez gérer, comment vous allez gérer un petit peu peut-être une perception négative des employés de voir des externes venir dans la boîte, leur dire un peu quoi faire? Ça vient avec l'équipe de gestion du changement qui va être recrutée à l'externe. C'est la seule que nous voulons recruter. Elle est là finalement pour fluidifier les relations avec les employés. Elle n'est vraiment pas là d'un point de vue négatif. Elle est vraiment là pour, comme je dis, vraiment solidifier les relations avec les employés et être sûr que chacun comprenne vraiment l'essence même du projet. Donc c'est sûr que pour faire ça, on est obligé de collaborer avec vous, la haute direction, et être sûr qu'eux comprennent bien le message que vous délivrez aussi. Si vous délivrez le bon message avec nous, c'est sûr qu'ensemble, le projet sera une réussite. Si je reviens à votre matrice de responsabilité, dans votre matrice, vous dites que CSN Construction a l'autorité, donc l'autorité décisionnelle, et nous, vous nous dites qu'on sera consulté. Comment vous allez gérer là, sans cette relation entre consultation et décision, sans affecter la cédule d'exécution qui est quand même serrée? Alors, est-ce que vous voulez qu'on remette peut-être Non, pas besoin. Non, je me dis comment gérer cette relation-là. Alors évidemment, en fait, nous, en tant que CSL Consultation, on aura l'autorité sur les éléments en question. On n'aura pas l'autorité sur les décisions générales. C'est à vous qu'on va avoir à faire. C'est pour ça qu'on vous a mis en fait en consultation. En fait, là, l'espace est réduit. Ensuite, sur la responsabilité, c'est soit nous en tant que personne, soit nos équipes. On a donc l'équipe de gestion du changement qui sera avec nous. On aura aussi les experts, les analystes qui seront sous notre tutelle. Donc la responsabilité, c'est nous, mais aussi ces personnes-là qui auront la responsabilité de faire les tâches qui leur sont assignées.
mais le mécanisme vous pourriez un mécanisme pour ne pas affecter l'échéancier. Parce que si on a plusieurs, s'il faut se contacter, le jeu du téléphone, c'est un mécanisme prévu. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il faut à chaque fois un point de contact, que ce soit dans la haute direction, impliquer quelqu'un qui est potentiellement apte à pouvoir donner un peu de temps pour pouvoir répondre, pour donner une décision, comme le porte-parole de la haute direction, le porte-parole des employés. C'est sûr qu'un point de contact, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace si on veut pas allonger le projet et altérer notre priorité numéro 1, qui est le délai de livraison. Merci Sébastien. Je suis détaillant, vous venez d'implanter votre projet. En quoi je suis impacté? Parce que vous passez beaucoup de temps à me dire que je devrais m'embarquer dans votre projet. Je ne suis pas encore clair comme détaillant comment je suis impacté. En fait, c'est vraiment au niveau de l'augmentation du taux de personnes qui vont venir à votre endroit pour acheter une bibliothèque. Dans le fond, selon le programme, ça va venir aussi inciter les gens à l'utiliser de manière responsable, bien sûr, mais d'utiliser un peu plus la loto. Donc, en tant que détaillant, ça va faire un taux d'augmentation de clients, tout simplement. Donc, plus qu'on vient du nombre à ce niveau-là. La période de questions est terminée.